La classe moyenne américaine s'éteint lentement. Pas d'un coup, mais à petit feu. Autrefois considérée comme le cœur battant du pays, elle se retrouve aujourd'hui étouffée sous le poids des dettes, des loyers exorbitants et d'un système qui semble avoir été conçu pour écraser ceux-là même qui l'ont bâti. Les familles travaillent plus que jamais, mais possèdent de moins en moins. Les rêves d'avoir sa propre maison, d'épargner, de se soigner, ou même de simplement souffler, sont devenus des mirages. Chaque facture, chaque passage à la caisse, chaque visite à l'hôpital vide un peu plus le réservoir de l'espoir. Et ce n'est pas un hasard. Non, c'est un modèle. La classe moyenne américaine ne vit plus le rêve américain, elle en subit désormais l'illusion. Numéro 10, le logement. Posséder une maison fut longtemps le symbole même de la réussite à l'américaine. Une clôture blanche, une pelouse pour les enfants, et surtout la promesse de stabilité. Mais ce rêve-là s'est effondré. Dans les années 1970, une maison coûtait environ 3 fois le revenu annuel moyen. Si vous gagnez 12 000 $ par an, vous pouviez acheter un foyer correct pour 36 000. Aujourd'hui, cette proportion a littéralement explosé. Il faut désormais 10 années de salaire pour devenir propriétaire. Le prix médian d'une maison aux États-Unis dépasse les 420 000 $, tandis que le revenu médian des ménages atteint à peine 74 580 $. L'équation ne tient plus. La classe moyenne se voit chassée de ses propres quartiers. En 1991, un primo-accédant avait en moyenne 28 ans. Aujourd'hui, il en a 38. 10 années envolées, 10 années qui auraient pu servir à épargner, à bâtir du patrimoine, à fonder une famille. Chaque année, de plus en plus d'Américains comprennent qu'ils ne deviendront peut-être jamais propriétaires. Ils sont condamnés à louer, souvent à des géants de l'immobilier détenant des milliers de maisons individuelles. Des entreprises comme BlackRock ou Invitation Homes rachètent discrètement des lotissements entiers, parfois en payant comptant, battant les familles sur les offres et augmentant brutalement les loyers. Mais même la location n'est plus un refuge. Dans de nombreuses villes, le loyer moyen d'un simple appartement d'une chambre dépasse 2 000 $ par mois. Les foyers signent des baux qui engloutissent 40 à 50% de leurs revenus, les laissant à un seul incident, une panne de voiture, une facture médicale, de l'expulsion. Et pour ceux qui persistent à vouloir acheter, les taux d'intérêt à plus de 7%, combinés aux taxes foncières et aux assurances qui explosent, rendent l'achat quasi impossible. Un crédit de 30 ans pour une maison à 450 000 $ se traduit aujourd'hui par près de 900 000 $ à rembourser au total. Le rêve américain s'est transformé en mirage cruel. La maison, autrefois symbole de sécurité et de réussite, incarne désormais la perte, les inégalités et le désespoir transmis de génération en génération. Numéro 9, la crise alimentaire. Autrefois, une famille de la classe moyenne pouvait remplir son chariot au supermarché sans trop y penser, et il restait même de quoi se faire plaisir le week-end. Aujourd'hui, cette scène simple relève presque du luxe. L'Amérique, censée être le pays le plus riche du monde, regarde désormais ses classes moyennes peiner à remplir leur réfrigérateur. Depuis 2019, les prix alimentaires ont bondi de plus de 25%, avec des hausses vertigineuses sur les produits de base. Les œufs ont grimpé de 70%, le lait de 30%, la viande et la volaille de 40%. Une famille dépense aujourd'hui près de 976 $ par mois pour se nourrir, contre 650 il y a quelques années à peine. Cela représente presque 12 000 $ par an pour une alimentation autrefois 2 fois moins chère. Les rayons des supermarchés sont devenus les champs de bataille de l'inflation. Un gallon de lait passé de 2,50 à 4,50 $. Une boîte d'œufs vendue autrefois 1,39 $ s'affiche maintenant à 4,99 $. Résultat, les familles se tournent vers des produits ultra transformés, moins chers mais nocifs. Le problème dépasse la simple faim. C'est une question de santé publique. Obésité et diabète explosent, pendant que la qualité nutritionnelle s'effondre. Même les fast-foods, autrefois considérés comme une option bon marché, ne le sont plus. Un menu McDonald's se vend aujourd'hui entre 12 et 15 $, autant qu'un vrai repas au restaurant il y a 10 ans. Pour une famille de 4 personnes, un simple passage au drive peut coûter 60 à 70 $. Et pourtant, les grandes entreprises agroalimentaires annoncent des bénéfices records. Des géants comme Tyson, PepsiCo ou Kroger ont discrètement augmenté leur prix bien au-delà de leur coût, profitant de l'inflation comme d'un écran de fumée. Le ministère américain de l'Agriculture confirme que 17 millions de foyers vivent dans l'insécurité alimentaire, un record depuis la Grande Récession. Ce n'est plus seulement un problème économique, c'est une crise morale. Quand des enseignants, des infirmières ou des ouvriers ne peuvent plus payer leur dîner, quelque chose de fondamental s'est brisé. Les familles sautent des repas, abandonnent les fruits et légumes frais, et paient leurs courses à crédit. La table du dîner, autrefois symbole de chaleur et de partage, est devenue un lieu de tension silencieuse. La classe moyenne ne perd plus seulement son argent, elle perd la capacité de se nourrir dignement. Numéro 8, la voiture, symbole brisé.
Pendant des décennies, la voiture représentait bien plus qu'un simple moyen de transport. C'était la liberté, l'indépendance, la marque d'une vie stable, aller travailler, partir en week-end, prendre la route sans contrainte. Mais en 2025, cette liberté a un prix que beaucoup ne peuvent plus payer. Le paiement mensuel moyen d'une voiture neuve atteint désormais 748 $, contre 555 $ pour une voiture d'occasion. Cela équivaut à près de 9 000 $ par an simplement pour se rendre au travail. Et ce n'est qu'un début. Dans certains États, les primes d'assurance ont bondi de 25 à 30% en un an. Ajoutez à cela le carburant à 4 $ le gallon, l'entretien, les taxes, et le coût total grimpe entre 12 000 et 14 000 $ par an, plus cher que le loyer de nombreuses petites villes. Les taux d'intérêt ont achevé d'asphyxier les acheteurs. Les prêts automobiles dépassent désormais 10% en moyenne, avec des durées de remboursement qui s'étirent sur 7 ans. 7 longues années pour un véhicule qui perd de la valeur dès qu'il quitte le concessionnaire. Des millions d'Américains se retrouvent sous l'eau, devant plus d'argent qu'ils ne possèdent en valeur de voiture. Les défauts de paiement atteignent leur plus haut niveau depuis 2006, le même signal d'alarme qu'avant la crise financière. Autrefois, chaque foyer de la classe moyenne avait 2 voitures garées devant la maison. Aujourd'hui, beaucoup en vendent une pour survivre. Certains comptent sur un vieux véhicule, priant qu'il tienne encore un an, car une simple panne peut les ruiner. Transmission, 3 000 $. Jeu de pneus, 1 200 $. Changement d'huile, prix doublé en quelques années. Pendant ce temps, les constructeurs et concessionnaires enregistrent des profits historiques, ajoutant des milliers de dollars de frais de marché sur les prix de base. Quant aux voitures électriques, promises comme la solution d'avenir, elles restent inaccessibles, coûtant en moyenne près de 60 000 $. La voiture, jadis synonyme de liberté, s'est muée en prison financière. Les Américains travaillent désormais pour payer le véhicule qui leur permet d'aller travailler. Chaque kilomètre parcouru leur rappelle une réalité amère. La classe moyenne cale sur le bord de la route, à court de carburant, écrasée par le coût de la vie. La grande route ouverte d'autrefois? Elle existe encore, mais désormais, elle est barrée par des étiquettes de prix et des plans de financement interminables. Numéro 7. L'université sans la prison de la dette. Autrefois, les études supérieures étaient censées représenter l'ascenseur social par excellence, le tremplin permettant à un enfant de la classe moyenne d'accéder à une vie meilleure. Aujourd'hui, elle ressemble plutôt à un piège financier qui engloutit des générations entières. Aux États-Unis, décrocher un diplôme ne rime plus avec liberté, mais avec chaîne. Des chaînes de dettes qui peuvent durer toute une vie. Les chiffres donnent le vertige. Le coût moyen d'un cursus de 4 ans entre les frais de scolarité, le logement et les dépenses annexes dépasse 141 000 $ dans les universités publiques et grimpe au-delà de 223 000 $ dans les établissements privés. Depuis les années 1980, les frais universitaires ont bondi de 1200%, alors que les salaires des diplômés, eux, n'ont presque pas bougé. Résultat, la dette étudiante atteint désormais plus de 1,77 trillion de dollars, touchant 43 millions d'Américains. Un étudiant sort en moyenne de l'université avec plus de 37 000 $ à rembourser. Cela représente des mensualités de 4 cents à 600 $, parfois pendant plusieurs décennies. Et le pire, c'est que même ceux qui suivent le bon parcours, étudier dur, décrocher un emploi stable, gravir les échelons se retrouvent piégés par des taux d'intérêt qui empêchent la dette de diminuer réellement. Les programmes de remise de prêts sont vantés comme des solutions, mais la réalité, c'est qu'ils n'effacent presque rien. Pendant ce temps, les universités continuent d'augmenter leurs tarifs à un rythme supérieur à l'inflation, gonflant les salaires des administrateurs pendant que les salles de classe se dégradent. Les parents, eux, contractent des prêts supplémentaires pour aider leurs enfants, s'enfonçant dans la dette jusqu'à leur retraite. Les jeunes générations, milléniaux et Gen Z, repoussent l'achat d'une maison, le mariage, voire le fait d'avoir des enfants. Non pas par choix, mais parce qu'ils n'ont tout simplement pas les moyens de commencer leur vie sous le poids de ces emprunts. Et tout ça, pourquoi? Un diplôme qui conduit souvent à un emploi payé entre 45 000 et 55 000 $ par an, à peine suffisant pour couvrir le loyer, l'assurance et les remboursements. Le système de l'enseignement supérieur s'est transformé en machine à profit, alimentée par la détresse. Ironie cruelle. Dans la nation la plus riche du monde, la connaissance n'est plus un droit, mais un luxe réservé à ceux qui peuvent se l'offrir. L'université américaine, autrefois symbole d'égalité des chances, s'est muée en monument d'injustice sociale. Ce diplôme qui représentait jadis la liberté n'est plus qu'un reçu pour esclavage financier. Numéro 6. L'effondrement du divertissement. Le divertissement faisait autrefois partie intégrante de la vie américaine. Un match de baseball, un concert, une soirée cinéma, des moments simples, accessibles, qui rassemblaient les gens. Mais aujourd'hui, se divertir est devenu un privilège. Ce qui unissait autrefois les familles rappelle désormais que la joie, elle aussi, a un prix. Un billet de cinéma coûte désormais 18 $.
Ajoutez 10 $ pour le popcorn et 7 $ pour la boisson, et une famille de 4 dépense 70 à 80 $ pour 2 heures de silence dans une salle obscure. Les concerts, inaccessibles. Le prix moyen d'une place de revente dépasse 300 $, tandis que pour les stars comme Taylor Swift ou Bad Bunny, les tickets peuvent grimper à 2000 $. La musique live, jadis symbole de jeunesse et de liberté, a été confisquée par les robots d'achat, les grandes compagnies et la tarification dynamique qui saignent les fans à blanc. Et même le sport, jadis refuge des classes populaires, est devenu hors de portée. Un billet moyen pour un match de NFL atteint 279 $, contre 115 pour la NBA et 95 pour la MLB, sans compter le stationnement, la nourriture ou les boissons. Les familles qui partageaient autrefois des moments dans les gradins se contentent désormais du canapé, si elles peuvent encore payer les plateformes de streaming. Ces services de streaming, censés nous simplifier la vie, se sont transformés en un nouveau piège. L'abonnement de 9,99 $ d'hier coûte aujourd'hui 19,99 $, et il faut en cumuler plusieurs pour accéder à tout le contenu. Résultat, le foyer moyen dépense 243 $ par mois pour se divertir en ligne, soit près de 3000 $ par an, plus du double de ce que c'était en 2018. La classe moyenne n'a plus le luxe de choisir entre deux plaisirs, elle doit choisir entre vivre ou se sentir vivant. L'art, le rire, la musique et l'évasion ont été transformés en produits inaccessibles. Et quand même la joie devient un luxe, c'est l'âme d'une société tout entière qui s'éteint. L'Amérique ne manque pas de divertissement. Elle manque d'énergie, épuisée, vidée, exclue de sa propre joie. Numéro 5, la crise de la garde d'enfants. La classe moyenne américaine ploie sous le coup de la garde d'enfants. Autrefois, les parents travaillaient pour offrir un meilleur avenir à leurs enfants. Aujourd'hui, ils travaillent simplement pour payer quelqu'un d'autre afin de les garder pendant qu'ils travaillent. Le coût moyen d'une garde à temps plein atteint 13 655 $ par enfant et par an, et dépasse souvent 20 000 $ dans les grandes villes. Pour un couple de parents actifs, la facture annuelle peut facilement grimper à 35 000 ou 40 000 $, soit plus cher que l'université dans de nombreux États. En 30 ans, les tarifs des crèches ont bondi de 400%, 5 fois plus vite que les salaires. Pour beaucoup, cela signifie qu'un des deux parents, souvent la mère, quitte le monde du travail. Mais ce n'est pas un choix de confort, c'est une stratégie de survie économique. Rester à la maison, c'est perdre un revenu. Travailler, c'est voir son salaire englouti par les frais de garde. Dans les deux cas, la famille s'enfonce. Aujourd'hui, la garde d'enfants représente 16% du revenu médian des ménages, alors que le gouvernement estime qu'un coût abordable ne devrait pas dépasser 7%. Et contrairement à la plupart des pays développés, les États-Unis n'offrent ni éducation préscolaire universelle, ni aide fédérale substantielle. En France, une place en maternelle coûte l'équivalent de 200 $ par mois. En Suède, c'est quasiment gratuit. Aux États-Unis, c'est le prix d'un crédit immobilier. Les conséquences sont lourdes. Les parents repoussent la naissance de leurs enfants, les taux de natalité chutent et l'économie s'essouffle. Une génération entière de mères et de pères épuisés passe ses nuits à se demander comment payer le prochain mois de crèche, la prochaine inscription ou simplement la prochaine facture. On aime dire que les enfants sont l'avenir. Mais en réalité, leur éducation et leur garde sont devenus des produits de luxe. L'Amérique n'est pas un pays sans enfants par choix. Elle l'est par construction. Numéro 4, le loyer urbain. Dans les grandes villes américaines, la classe moyenne disparaît, non pas par choix, mais par expulsion. Les quartiers qui étaient autrefois des symboles d'opportunité sont aujourd'hui des forteresses inaccessibles, contrôlées par des propriétaires privés, des promoteurs et de grands investisseurs. Le loyer médian aux États-Unis a atteint 2500 $, un record historique. À Austin, Miami ou Nashville, un appartement d'une chambre coûte entre 2400 et 3200 $ par mois. À Los Angeles ou New York, on dépasse 3800 $, avant même d'ajouter l'électricité, le stationnement ou les frais annexes. Signer un bail peut nécessiter 8 000 à 12 000 $ en dépôt et frais de déménagement, plus que ce que beaucoup d'Américains épargnent en un an. Aujourd'hui, plus de la moitié des locataires dépensent plus de 30% de leurs revenus en logement, seuil que le gouvernement considère comme critique. 1 sur 4 consacre la moitié de son salaire uniquement pour se loger. Les grands groupes immobiliers, comme Invitation Homes ou American Homes for Rent, achètent des quartiers entiers et augmentent les loyers de 20 à 40% en une seule année. Le résultat ? Une forme silencieuse de féodalité moderne. Les locataires travaillent, paient, luttent, pendant que la propriété se concentre toujours plus haut dans l'échelle sociale. Les trajets domicile-travail s'allongent parfois jusqu'à 2 heures dans chaque sens depuis les rares zones abordables, sacrifiant temps, santé et équilibre mental. Les familles se séparent, s'entassent chez des proches ou doublent dans de petits appartements. Les villes se transforment en vitrines de luxe pour les riches et terrains de jeu pour investisseurs. Enseignants, infirmiers, pompiers ne peuvent plus se loger là où ils servent.
La classe moyenne n'est pas seulement exclue, elle est effacée. Autrefois moteur d'opportunités, la ville américaine est aujourd'hui une économie fermée où le loyer ne cesse de grimper et où le rêve de stabilité s'éteint à chaque renouvellement de bail. Numéro 3. Les vacances en famille. Pendant des générations, les vacances familiales représentaient la récompense du travail acharné. Une semaine par an pour se reposer, se reconnecter et respirer. Aujourd'hui, ce plaisir simple est devenu un luxe inaccessible pour des millions d'Américains. Un voyage national modeste pour une famille de 4 billets d'avion, hôtel, location de voiture, repas et activités coûte désormais 4800 à 6200 $ en moyenne. Une semaine à Disney World, avec billets, hôtel et repas, peut grimper jusqu'à 8000 à 10 000 $. Même un road trip se chiffre à 1500 à 2000 $, car essence, logement et fast-food ont explosé. Selon l'US Travel Association, 63% des familles de classe moyenne ont dû annuler ou réduire leurs vacances ces 2 dernières années à cause des coûts. L'inflation a transformé une simple expérience familiale en un casse-tête financier. Billets d'avion plus 35%, hôtel plus 20%, voiture de location plus 50%. Tout augmente, sauf la tranquillité d'esprit. Les parents voient passer l'été avec culpabilité et fatigue, en disant « peut-être l'année prochaine », alors que cette année suivante n'arrive jamais. Les enfants grandissent sans souvenir de plage, parcs nationaux ou voyages en famille, des moments qui faisaient autrefois le charme de l'enfance de la classe moyenne. Ce n'est pas seulement du loisir perdu, c'est de la connexion familiale sacrifiée. Le temps libre, autrefois un remède contre l'épuisement, disparaît. Aujourd'hui, les Américains travaillent plus, prennent moins de congés et sont plus stressés que jamais. La classe moyenne n'est pas seulement fauchée, elle est épuisée. Le plus triste, les vacances ne sont pas un luxe, ce sont des bouées de sauvetage. Un rappel que la vie ne se résume pas au travail et aux factures. Quand même le repos devient inaccessible, la société s'effondre sous la fatigue invisible. Numéro 2. L'effondrement de l'épargne et la fin de la retraite. Autrefois, la classe moyenne croyait en l'avenir. Travailler, épargner, puis profiter d'une retraite bien méritée. Aujourd'hui, ce rêve s'est écroulé. Pour beaucoup, l'avenir ressemble moins à des couchers de soleil et des petits-enfants, et plus à travailler jusqu'à ce que le corps dise stop. Près de 60% des Américains vivent au jour le jour. Même ceux qui gagnent 100 000 $ par an ont du mal à mettre de côté. Le ménage américain moyen possède moins de 1000 $ d'économie, sans fonds d'urgence. Une facture imprévue, pneu crevé, dent cassée, urgence médicale peut déclencher une crise financière. La retraite. Ce mot semble presque oublié. Le solde médian d'un 401K pour les 55 à 64 ans est de 89 700 $, à peine suffisant pour 2 ans de vie modeste. Les experts recommandent 1,2 million pour une retraite confortable. Qui peut y parvenir quand le loyer engloutit 40% du revenu et l'assurance santé 15% supplémentaire? La sécurité sociale, dernier filet de sécurité, risque l'insolvabilité d'ici 2034. Les pensions sont remplacées par des comptes risqués autofinancés. Les « années dorées » sont désormais teintées d'inquiétude. Les plus de 65 ans sont le segment de la population active qui croît le plus, non par choix, mais par nécessité. Les coûts explosent. Un seul séjour à l'hôpital peut effacer toute une épargne retraite. Les maisons de retraite coûtent en moyenne 18 000 $ par an et l'assistance à la vie quotidienne 64 000 $. Ceux qui ont travaillé 40 ans terminent leur vie dans la dette. La classe moyenne a été trompée, convaincue que ces difficultés sont une faute individuelle, alors qu'elles sont structurelles. Les salaires stagnent tandis que les profits explosent. La promesse de sécurité a été remplacée par la survie. La retraite n'existe plus, c'est un exil économique. L'avenir, autrefois source d'espoir, est désormais synonyme de peur. Numéro 1. La santé. Il n'existe pas plus grande cruauté que de forcer quelqu'un à choisir entre sa santé et sa survie. Pourtant, c'est exactement ce que vit la classe moyenne américaine chaque jour. Aux États-Unis, les soins ne soignent plus, ils rapportent. Le coût annuel moyen d'une assurance santé familiale via l'employeur atteint 22 463 $, plus 63% depuis 2010, alors que les salaires n'ont quasiment pas bougé. Les franchises moyennes s'élèvent à 2825 $, ce qui signifie que les familles paient des milliers avant que l'assurance ne commence à aider. Les médicaments coûtent des fortunes. Un flacon d'insuline peut atteindre 3 cents à 400 $ sans couverture. Une ambulance, 1200 $. Un séjour hospitalier, 15 000 à 20 000 $ pour quelques jours. Même avec assurance, les dettes médicales ruinent des vies. Plus de 100 millions d'Américains ont des dettes liées à la santé, et 62% des faillites sont liées à des dépenses médicales. Les gens ratent des rendez-vous, rationnent leurs médicaments ou repoussent des opérations, faute de moyens. Les parents doivent choisir entre des antibiotiques ou des courses. Les personnes âgées coupent leurs pilules en deux pour les faire durer.
Pendant ce temps, les hôpitaux affichent des profits records et les PDG des grandes assurances santé empochent 15 à 50 millions de dollars par an, tandis que les patients se noient dans les factures. Les États-Unis dépensent 4,5 trillions de dollars par an pour la santé, plus que n'importe quel autre pays, mais se classe 37e pour les résultats. La classe moyenne paie plus et reçoit moins. Chaque maladie devient une urgence financière. Une fracture peut ruiner un budget familial. Un cancer peut effacer des décennies d'économie. Ce qui devait protéger la vie la détruit désormais. Aux États-Unis, tomber malade n'est pas seulement dangereux, c'est inabordable. Et rien n'expose plus brutalement l'effondrement de la classe moyenne que le système de santé. La vérité est dévastatrice. Le système n'est pas défaillant. Il fonctionne exactement comme prévu, pour garder le citoyen ordinaire trop malade, trop effrayé et trop pauvre pour se rebeller. Le plus inquiétant dans tout ça, c'est que ces problèmes ne touchent plus seulement une minorité. Ils redessinent peu à peu l'Amérique tout entière. Le rêve d'une vie stable, d'une maison, d'une retraite ou même de simples vacances familiales s'effrite sous nos yeux. Mais rien n'est irréversible. Comprendre ce qui se passe, c'est déjà commencer à reprendre le contrôle. Et c'est exactement pourquoi cette vidéo existe. Pour ouvrir les yeux, pour en parler et pour agir. Si tu veux que plus de gens prennent conscience de cette réalité, mets un j'aime, partage la vidéo autour de toi et abonne-toi pour ne rien manquer des prochaines analyses. Ensemble, on peut encore faire la différence, mais seulement si on reste informé, uni et lucide. Merci d'avoir regardé, et à très vite pour une nouvelle vidéo.